Une élimination, un quart de finale de Coupe d'Afrique et une défaite 2-0 contre une équipe du Nigeria, il faut le dire, plus solide, plus physique. Oui. Après le match, des joueurs qui s'énervent, une altercation un peu confuse menée par le gardien. Bon, Le scénario classique. c'est ça. À première vue, on a vraiment tous les ingrédients du scénario un peu banal. Une équipe frustrée qui cherche des excuses. Alors, la question que je me pose est simple. Pourquoi cette défaite-là, précisément, prend tout à coup des allures d'affaires d'État ? Est-ce qu'on n'est pas juste en face du syndrome du mauvais perdant, mais à l'échelle d'une nation ? C'est la lecture la plus simple, c'est certain. Et il y a une part de vérité là-dedans, bien sûr. Mais s'arrêter là, ce serait passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire ? C'est rater le fait que ce match de football a complètement cessé d'être un simple match de football. C'est devenu une sorte de prisme, un révélateur incroyablement puissant des lignes de faille qui parcourent le continent. Là, on parle plus de tactique ou de performance. On parle de quoi, alors ? On parle du poids réel d'une nation sur l'échiquier africain, de son influence, perçue comme grandissante, et des jeux de pouvoir qui se déroulent dans les coulisses feutrées des grandes instances. Analyser cette défaite, en fait, c'est décrypter une dynamique géopolitique qui dépasse de très très loin le rectangle vert. D'accord, alors explorons ça. Mais avant d'aller dans les coulisses, restons un instant sur le terrain. Parce que les faits, au départ, sont assez crus. Oui. Le coach algérien lui-même, Vladimir Petković, il n'a pas vraiment cherché à nouer le poisson. Ses mots sont d'une lucidité quasi brutale. Où il ajoute « Je n'ai pas trouvé les solutions » et la phrase qui, pour moi, tue tout débat, « Ils m'ont submergé sur les côtés ». C'est un constat de faillite tactique purement et simplement. Il admet même un déficit physique. Voilà, quand le premier responsable technique dresse un constat d'échec aussi clair, comment est-ce qu'on peut sérieusement construire une autre narration ? Parce que les deux narrations ne s'excluent pas, en fait elles coexistent. L'honnêteté de Petković sur les lacunes de son équipe, c'est une chose, c'est l'analyse technique, à froid. D'accord. Mais ça n'efface pas l'analyse du contexte dans lequel cette défaite a eu lieu. Et pour vraiment saisir l'ampleur du sentiment général, il faut écouter cette petite phrase du commentateur Hafid Deraji, qui est devenu un vrai cri de ralliement. Laquelle ? On noie dans toutes les confédérations. C'est presque un folklore du football, non ? Qu'est-ce qui rend celle-ci si différente ? On parle d'une ou deux erreurs. Non, on parle de bien plus qu'une erreur. On parle d'un climat, d'une tendance lourde qui s'est installée dès les premières minutes du match. Ah oui. Le chiffre qui est souvent cité, ce sont les 6 cartons jaunes contre l'Algérie. Mais un chiffre, seul, ça ne dit pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ils ont été distribués. C'est-à-dire ? Il y a des cartons pour des fautes d'anti-jeu, certes, mais aussi pour des contestations très légères, pour des duels engagés mais corrects. Et pendant ce temps, de l'autre côté, vous avez des interventions beaucoup plus rugueuses, des tacles par derrière qui ne sont même pas sanctionnés d'un simple avertissement. Vous décrivez un arbitrage à deux vitesses, en somme ? Exactement. C'est un 2 poids 2 mesures qui finit par avoir un effet psychologique absolument dévastateur. Au bout de 20 minutes de jeu, les joueurs algériens y comprennent le message. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est ça. Ils savent que la marge de manœuvre qui leur est accordée est quasi nulle. Alors qu'est-ce qui se passe ? Un défenseur hésite à faire un tacle un peu appuyé, de peur de prendre un deuxième jaune. Un milieu de terrain n'ose plus aller au pressing, de peur d'être sanctionné. Voilà. On ne parle plus de cette agressivité positive qui est le moteur du football moderne. On parle de retenue. Et cette retenue, cette peur du carton, elle brise complètement le plan de jeu et l'équilibre d'une équipe. C'est une forme de guerre des nerfs. Et ce jour-là, l'Algérie a senti que l'arbitre n'était pas un acteur neutre dans cette guerre. D'accord, je comprends bien l'impact psychologique sur le terrain, mais encore une fois, est-ce que ça prouve une intentionnalité, un complot ? On connaît les critiques récurrentes sur le niveau de l'arbitrage en Afrique. On pourrait tout aussi bien plaider l'incompétence, non ? La pression d'un match en jeu, mal géré par un arbitre dépassé. Pourquoi vouloir y voir une main invisible ? On bascule de la polémique à la tasse du complot au moment où des voix extérieures au conflit, des voix neutres, commencent à aller dans le même sens. Et il y en a eu. Il y a eu un point de bascule, oui. C'est la déclaration d'un analyste égyptien très respecté, Khaled Delbayoumi. Il ne mâche pas ses mots, il affirme en direct à la télévision que la Confédération africaine de football, la CAF, voulait éliminer l'Algérie.
Ah oui, c'est une accusation très grave. Extrêmement. Et quand ça vient non pas d'un supporter frustré, mais d'un observateur d'une nation rivale, ça acquiert un poids considérable. On quitte le domaine de l'émotion pure pour entrer dans celui de l'analyse politique. D'accord. Mais quelle serait la logique derrière ça? Quel intérêt la CAF aurait-elle à se priver d'une des équipes les plus populaires du continent? C'est un manque à gagner en termes d'audience, de revenus? L'intérêt n'est pas financier, il est politique. Il faut comprendre ce que l'Algérie représente aujourd'hui au sein de ces instances. Ce n'est plus seulement une grande nation de football. C'est devenu autre chose. C'est devenu, au fil des années, une puissance d'influence active. Et pour certains, dérangeante. L'Algérie conteste, elle pose des questions, elle demande des comptes, elle a pris des positions très fermes sur la nécessité de réformer l'arbitrage, sur la transparence, sur la gouvernance au sein de la CAF et même de la FIFA. C'est une sorte de poil à gratter institutionnel, si je comprends bien. C'est l'expression parfaite. Elle est perçue comme une force perturbatrice qui refuse de jouer le jeu et de se contenter de l'ordre établi. Et puis, il y a autre chose. Quoi donc? Quand une polémique éclate autour d'un match de l'Algérie, elle n'est pas étouffée. Au contraire, elle est amplifiée par une presse très active, une opinion publique très mobilisée. Cette capacité à mettre en lumière les dysfonctionnements du système, ça agace. Ça agace profondément en haut lieu. Donc dans cette logique, éliminer l'équipe. Ce n'est pas seulement régler un problème sportif, c'est faire taire, au moins pour un temps, la voix la plus critique du système. C'est la faire sortir de l'équation. C'est une grille de lecture qui se tient. Vraiment. Mais elle se heurte à une réalité, la réaction algérienne elle-même. C'est-à-dire ? Si l'objectif était de présenter un front uni contre un système jugé hostile, c'est plutôt raté. Ce qu'on a vu, c'est de l'image du chaos, l'altercation du gardien, les critiques d'une violence inouïe qui s'abattent sur le coach Petkovic, des supporters qui accusent leur propre fédération. On a plus l'impression d'une implosion d'un camp qui se déchire que d'une démonstration de force. Comment on concilie ça ? Vous mettez le doigt sur la contradiction centrale, et elle est fascinante. C'est vrai que sur la forme, dans le feu de l'action, l'image est celle d'un immense désordre. C'est l'expression brute, viscérale, d'une frustration colossale qui doit sortir. Et elle sort de manière anarchique. Exactement, en cherchant des coupables partout. L'arbitre, le coach, la fédération, le destin. C'est le symptôme d'une pression immense qui explose. Mais attention, ça, ce n'est que la première phase. La phase de la sidération et de la colère. Et quelle est la deuxième phase ? La deuxième phase, c'est la reconstruction du récit. Et c'est là qu'intervient une sorte de mécanisme de défense culturel et même politique très puissant. On pourrait le résumer par cette phrase qui circule beaucoup là-bas. En Algérie, quand on perd, on n'est pas vaincu. C'est un très beau slogan, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au-delà de la formule ? Ça veut dire que la défaite brute, le 2-0 sur le tableau d'affichage, est immédiatement vidée de sa substance pour être transformée en autre chose. Elle devient la preuve supplémentaire de l'injustice du système, ce qui, paradoxalement, renforce la cohésion nationale. D'accord. Elle devient une leçon, une source de motivation pour l'avenir. Elle devient presque un acte fondateur pour la suite. Regardez la vitesse à laquelle le discours a pivoté. Quelques heures après l'élimination, plus personne ne parlait de la Coupe d'Afrique. L'objectif était déjà ailleurs. Exactement, projeté sur le long terme, la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Cette défaite n'est plus une fin en soi, c'est devenu une étape. Une étape nécessaire même, comme on a pu le lire. Je comprends l'idée de transformer une défaite en leçon, mais parler d'étape nécessaire, n'est-ce pas une façon un peu facile de réécrire l'histoire pour se consoler ? On peut apprendre sans forcément passer par une humiliation, non ? C'est une critique légitime. Mais dans cette perspective, le mot « nécessaire » a un sens très précis. Il signifie que cette jeune génération de joueurs, pour qui c'était souvent le premier grand tournoi, a reçu une formation accélérée en géopolitique du football. Une formation accélérée. Oui, ils ont appris en 90 minutes ce qu'aucun entraînement ne pourra jamais leur enseigner. Comment gérer un arbitrage hostile, comment ne pas répondre à la provocation, comment garder son sang-froid quand on sent que tout est fait pour vous faire sortir du match. Ça, c'est un capital d'expérience qui est inestimable. Et l'idée, c'est que la prochaine fois qu'ils se retrouveront dans ce type de match piège, ils seront aguerris.
Ils ne tomberont plus dans le panneau. En ce sens, cette élimination est perçue comme le prix à payer pour la maturation du groupe. L'Algérie sort du tournoi frustrée, en colère, mais, et c'est tout le paradoxe, elle en sort aussi renforcée dans ses convictions et avec un récit mobilisateur pour les 2 années à venir. Donc, si l'on essaye de prendre un peu de hauteur, on se retrouve face à 2 grands récits qui s'affrontent. D'un côté, l'histoire simple, une équipe qui a perdu un match de football, qui n'a pas été au niveau et qui se réfugie derrière le paravent commode d'un complot pour masquer ses faiblesses. C'est la lecture factuelle, celle du terrain. Et de l'autre côté, le récit d'une nation qui se saisit de cette défaite pour en faire un acte politique. Une façon de se poser en acteur insoumis, en contre-pouvoir, et de transformer une simple élimination en symbole de sa résistance. C'est exactement ça. Une défaite sportive qui devient le carburant d'une narration politique extraordinairement puissante. Et la vérité est où, là-dedans? Comme souvent, elle se trouve probablement dans la superposition de ces 2 récits. La défaite sportive est un fait, c'est indéniable, le Nigeria était sans doute plus fort ce jour-là, mais la signification politique qui lui est attribuée est une construction, une narration qui est tout aussi réelle dans ses effets. Ce qui est certain en tout cas. C'est que si l'Algérie a été sortie de l'équation sportive du tournoi, elle n'a absolument pas quitté la scène politique du football africain. Au contraire. Cette affaire a probablement renforcé son statut de perturbateur. Elle a donc peut-être perdu le match, mais gagné en influence sur le long terme. C'est un paradoxe complet. C'est tout le pari. Et ça nous amène à une question qui, je crois, dépasse largement le cadre du football ou même de l'Algérie. Lorsqu'une puissance, qu'elle soit sportive, économique ou diplomatique, se sent systématiquement lésée par les instances internationales censées garantir l'équité, quelle est la bonne stratégie ? Vaste question. Faut-il jouer le jeu de l'intérieur en espérant faire bouger les lignes petit à petit au risque de se faire neutraliser ? Ou bien faut-il adopter une posture de contestation permanente, quitte à s'isoler ? Autrement dit, est-ce que cette contestation est un levier efficace pour forcer la réforme des institutions ? Ou est-ce qu'elle ne fait que renforcer le système qu'elle dénonce en se condamnant elle-même à la marginalisation ?